Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. Au cœur de cette édition, d'abord un invité avec nous, Jacques Gézen. Bonjour. Bonjour et merci de m'inviter. Je vous en prie, vous venez nous raconter une histoire assez incroyable, celle de Mamadou le guérisseur de Roubaix. C'est aux éditions Les Lumières de Lille, une histoire assez incroyable puisqu'elle relate l'histoire donc tout simplement de ce guérisseur, ce rebouteux comme on pourrait dire, d'origine sénégalaise mais aussi marin, boxeur, chiropracteur aussi devenu à Roubaix, et dont l'histoire va plus loin puisqu'elle s'expose désormais au musée de la piscine à Roubaix à travers ce vitrail retrouvé dans des conditions que vous allez nous raconter dans un instant. Déjà, la genèse de ce projet, pourquoi avoir écrit ce livre sur ce personnage? Les amis d'André Diligent m'avaient demandé de faire une conférence l'année dernière sur mon précédent livre à la médiathèque de Roubaix. Et à la suite de cette conférence, ils m'ont dit « Tu devrais parler de ce Mamadou qui a été défendu par André Diligent devant les tribunaux. » Je leur ai dit « Vous savez, c'est très difficile pour moi parce que je connais très peu André Diligent, sauf par son rôle politique, et Mamadou, je ne le connais pas du tout. Mais rapidement, j'ai fait connaissance avec des témoins parce que Mamadou a laissé de nombreuses traces et il y a encore beaucoup de gens qui ont bénéficié de ses soins ou dont les parents, les voisins ont bénéficié de ces, entre guillemets, miracles. Puisqu'il est mort en 1985 tout de même, donc il y a quand même plus de 30 ans malgré tout. On estime qu'il aurait guéri près de 54 000 personnes. Alors voilà, les guérisons, ça reste encore à définir, mais c'est une légende, on peut dire, un mythe quelque part de la médecine à Roubaix. Il y a des légendes autour de Mamadou. La première, c'est qu'il aurait fait l'objet de 22 procès pour exercice illégal de la médecine. Je révèle dans mon livre qu'il y en a eu 5. C'est déjà pas mal. S'il y en avait eu 22, il y a longtemps qu'il aurait été en prison et qu'il n'aurait pas pu exercer son art. Par contre, le chiffre de 54 000, j'estime qu'il est sous-estimé. Parce que ce chiffre, il est donné et justifié en 1972 lors de son dernier procès, mais il a encore continué à exercer pendant 12 ans. Personnellement, j'arrive à un chiffre approximatif de 90 000. Effectivement, on peut s'imaginer le nombre de personnes ayant eu recours à ces services. Son histoire, elle aussi, est incroyable, un vrai personnage de roman. On le disait, la réalité parfois dépasse la fiction. Mamadou Ndiaye est né au Sénégal, dans la brousse, au début du siècle. Racontez-nous un peu. Il est né au pied d'un baobab. Sa maman était toute seule, elle était partie chercher du bois. Et évidemment, la nature a fait son œuvre. Et elle a été récupérée par les membres de son petit hameau. Parce que Mamadou Ndiaye est né dans un hameau de 20 ou 30 cases. Alors, il avait un privilège, c'est qu'il était le fils du chef. Et à l'époque, en 1909, 1910 et les années suivantes, il avait quand même un esclave. L'esclavage avait été interdit, comme tout le monde sait, en 1848. Mais dans certains endroits, la justice ou l'administration française laissait faire parce que ça faisait partie de la vie de ces populations. Il a fait tout un parcours, évidemment, puisqu'à 12 ans, il quitte son village, il s'engage dans la marine, et à l'âge de la majorité, il arrive en France, d'abord à Lille, puis il va s'installer rapidement à Roubaix. Et là, il devient, entre autres, puisqu'il enchaîne les petits métiers, mais boxeur, et on le connaît en tant que la Panthère Noire, c'est ça? Oui, il a dû faire tout un parcours, parce qu'au départ, même dans les journaux, lors de ses premiers combats, il était le nègre. Ensuite, il était le noir. Il a fait un pas de plus, il était reconnu comme le Sénégalais. Et enfin, parce qu'il avait une tchatche particulière, un entre-gens, une manière d'être formidable, on lui a donné un surnom, ce fameux surnom de la Panthère Noire, qui lui est resté pendant très longtemps. Puis il devient guérisseur, alors on pourrait imaginer rebouteux. Parfois, on a quand même cette image des charlatans, des personnes comme ça qui vont soigner de tous les maux. Or là, on est quand même sur quelque chose de sérieux. Vous avez enquêté, on peut le dire, vous êtes huissier de justice, ancienne huissier de justice, et du coup, cette enquête, elle a été très stricte, très, très professionnelle. Oui, et c'est ça qui est curieux dans l'histoire de Mamadou, c'est qu'il y a une succession de hasards qui qui le font progresser. Et l'un de ces hasards, c'est la rencontre qu'il fait quand il va voir un match de boxe à Paris. Il a pris le train et à Amiens monte dans son compartiment un certain Victor Pochet. Et ce Victor Pochet, c'est l'un des maîtres de la médecine de la colonne vertébrale. Et Mamadou va s'attacher, outre ses études d'autodidacte, au pas de Victor Pochet, à ses livres, et va toujours avoir, au cours de ses
manipulation, ce livre à proximité qui va le guider. Alors il y a une autre chose qui le guide, et ça apparaît moins, ça apparaît nulle part, parce que c'est sa croyance en Dieu. Lui, il croit qu'il est les mains de Dieu quelque part. Il a cette foi qu'il avait en étant musulman au Sénégal, mais qu'il a transformée en foi catholique à cause de son mariage avec une certaine Alice. L'histoire aussi, la récente histoire, c'est ce vitrail. Donc on va y venir puisque Mahamadou, parmi ces dizaines de milliers de guérisons, a marqué la vie d'une marquise. On a eu du mal à identifier qui était cette marquise qui a donc fait ce vitrail qui a été perdu pendant des années puis retrouvé. Alors ce vitrail, il est signé la marquise. Alors très rapidement, j'ai su que ça venait de Belgique, parce que Mahamadou soignait les Français, mais beaucoup les Flamands, un peu les Wallons, mais soignait jusque des Suisses et des Italiens. Alors cette marquise, d'où est-ce qu'elle sortait? Alors rapidement, j'ai su que ça devait être une personne d'une petite ville, de Dentergem, en Belgique, à une trentaine de kilomètres, 25 kilomètres de Gand. Mais il s'agissait encore de savoir si c'était une vraie marquise ou une fausse marquise. Et mon livre répond à cette question lancinante. Puisqu'elle est effectivement liée, voilà, on peut le dire, à la famille royale belge. Ce vitrail retrouvé, maintenant, fait partie intégrante de la nouvelle exposition du musée de la piscine. Le conservateur Bruno Godichon, il tenait pour illustrer l'histoire de Roubaix. Je pense que, bien sûr, il faudrait demander à Bruno Godichon pourquoi il a absolument tenu à mettre en valeur ce vitrail. Parce que c'est un vitrail qui n'est pas simplement accroché parmi d'autres. C'est vraiment un vitrail qui est mis vraiment en exergue et en symbole. Et je pense que c'est l'histoire de Roubaix qui a été fort accueillante aux étrangers, d'abord aux Belges, aux Polonais, et à ce Mahamadou, et qui en a fait ses richesses. Et l'une de ces richesses, c'est ce livre, tout simplement, cette histoire assez incroyable, un personnage romanesque, comme on en voit rarement. Mahamadou, le guérisseur de Roubaix, c'est aux éditions Les Lumières de Lille. Pour voir une belle histoire, et l'histoire de Roubaix, comme on le disait, l'auteur était avec nous, Jacques Gézen. Merci. Et moi aussi, je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu nous raconter cette histoire, nous faire rêver. Et dans un instant, d'autres images, d'autres informations à suivre. Très belle journée à toutes et à tous.